Alors j'en viens maintenant à une deuxième partie, je vais essayer d'abréger, j'abrégerai surtout la fin finalement. C'est pourquoi le concept de représentation a pu avoir une telle force. D'abord, évidemment, classiquement, parce qu'il permettait mieux que d'autres notions, par exemple dans l'outillage, pour citer fait, dans l'outillage de l'histoire des mentalités, il permettait d'articuler ce qui était à la fois une acception sociologique des représentations collectives, désignant des chaînes de perception, d'appréciation, qui sont les matrices des opérations de classement, de hiérarchisation, de jugement, qui font construire le monde social par les individus, les communautés, les classes. Donc ici, un héritage qui nous ramènerait à l'école française de sociologie, Durkheim, Marx, mais en même temps d'articuler cette perspective-là avec ce sens plus ancien des dictionnaires qui permet de repérer dans les pratiques, les signes, les conduites, des dispositifs qui visent à faire reconnaître, imposer une identité sociale, religieuse, politique, et évidemment, et le dernier élément de cette articulation, la signification politique qui désigne, à partir de ce soubassement, les formes institutionnalisées qui peuvent prendre la figure d'un individu singulier ou d'une instance collective, qui incarnent de manière durable, visible, présentifie, en quelque sorte, la cohérence d'une catégorie sociale, la permanence d'une identité ou la puissance d'un pouvoir. Et c'est sans doute du fait de cette capacité à articuler ces trois dimensions que le concept de représentation a pu s'identifier, comme je disais, ou identifier une nouvelle pratique d'histoire culturelle profondément ancrée dans une perspective de sociologie historique, et qu'il a pu aussi permettre de penser la construction du monde social comme des luttes de représentation dont l'enjeu finalement est l'efficace, la puissance qui est attribuée ou déniée aux signes qui doivent faire reconnaître comme légitime une domination, une souveraineté, une identité. Et c'est de là, à mon sens, que se peuvent déployer trois registres d'utilisation de la notion de représentation. Le premier registre, et qui nous renverrait à la citation 5, c'est-à-dire Pascal, très proche de Louis Marin, c'est ce registre qui est celui qui permet de comprendre pourquoi des affrontements qui recourent à la violence ou des violences contraires, à des forces brutalement opposées, sont transformés en luttes symboliques dont les représentations sont à la fois les instruments, les armes, et en même temps les enjeux. Et là, je retourne à Louis Marin, lorsqu'il indique la capacité de la représentation à opérer cette transformation de la force en symbolique. La représentation, dit Marin, opère la substitution à la manifestation extérieure, où une force n'apparaît que pour annihiler une autre force, dans une lutte à mort, des signes de la force, ou plutôt des signaux, des indices, qui n'ont besoin que d'être vus, constatés, montrés, puis racontés et récités, pour que la force dont ils sont les effets soit crue. Et évidemment, la référence à Pascal est ici toute proche, avec cette opposition dans le texte que je cite, souvent considéré, commenté par Marin, entre ce pouvoir de la représentation à faire croire en la réalité d'une illusion, et d'autre part les circonstances ou les acteurs qui n'ont pas besoin de cette représentation parce qu'ils détiennent le recours à la force brute. Vous connaissez ce texte, mais bon, il est si beau qu'on peut le citer, surtout qu'il y a là c'est le numéro 5. Nos magistrats ont bien connu ce mystère, c'est-à-dire cette capture de l'imagination. Leurs robes rouges, leurs hermines, dont ils s'emmaillotent
enchafourés, les palais où il juge, les fleurs de lys, tout cet appareil auguste était fort nécessaire. Et si les médecins n'avaient des soutanes et des mules et que les docteurs n'eussent des bonnets carrés ou des robes trop amples de 4 parties, jamais ils n'auraient dupé le monde qui ne peut résister à cette montre si authentique. S'ils avaient la véritable justice, si les médecins avaient le vrai art de guérir, ils n'auraient que faire des bonnets carrés. La majesté de ces sciences serait assez vénérable d'elle-même. Mais n'ayant que des sciences imaginaires, il faut qu'ils prennent ces 20 instruments qui frappent l'imagination à laquelle ils ont affaire, et par là, en effet, ils s'attirent le respect. Donc là, le mécanisme du fonctionnement de la montre, des signes adressés à la crédulité de l'imagination et acceptés comme des signes d'une réalité qui pourtant n'est pas. Les seuls gens de guerre ne sont pas déguisés de la sorte, parce qu'en effet, leur part est plus essentielle. Ils s'établissent par la force, les autres par la grimace. Alors évidemment, cette analyse de Marin a une pertinence toute particulière, me semble-t-il, pour les sociétés d'Ancien Régime, c'est-à-dire ce monde où politiquement la force ne disparaît pas dans l'opération qui la transforme en puissance, mais elle demeure à la disposition du prince. Elle est mise en réserve par la multiplication des signes qui donnent à voir son pouvoir et qui doivent produire de l'obéissance sans nécessairement recourir à la coercition, de la violence. Donc du coup, tous ces instruments de la domination symbolique, parmi eux le portrait du roi, mais beaucoup d'autres, les médailles, les monuments, les louanges, les récits, etc., sont, je cite pour Marin, assurent la négation et la conservation de l'absolu de la force. Négation, puisque la force ne s'exerce ni ne se manifeste, puisqu'elle est en paix dans les signes qui la signifient et la désignent. Conservation, puisque la force, par étant la représentation, se donnera comme justice, c'est-à-dire comme loi obligatoirement contraignante, sous peine de mort. On voit donc qu'il y a là une possibilité de prolonger cette analyse en faisant se rencontrer que cette puissance politique de la représentation avec la pacification au moins relative de l'espace social telle qu'elle est assurée par l'exercice de l'autorité souveraine. Ce qui ferait en quelque sorte une rencontre entre Marin et Elias, dès que la condition de possibilité ou le produit de la pacification de cet espace social où se trouvent limités les affrontements violents entre les individus, comme si le monopole de l'exercice légitime de la force appartenait au souverain, et a pour corollaire cet ordonnancement du monde social à partir des luttes de représentation. Premier champ dans lequel on peut poursuivre, et là qui est peut-être plus proche de théorie politique, cette idée de la force en paix dans sa représentation, et donc du coup la possibilité d'imposer à l'imagination une croyance. Et en particulier dans la perspective qui est analytique, qui est celle du New Historicism, et dont le manifeste était ce livre de 88 de Stephen Greenblatt, Shakespearean Negotiation, The Circulation of Social Energy. Vous voyez la première citation, jusqu'à quel point l'objet des représentations théâtrales n'est-il pas déjà une représentation? Ce qui nous renvoie à cette première perspective analytique dans laquelle le texte de théâtre s'approprie, capture, pour le déplacer sur un registre esthétique, ce qui est dans le monde social des rituels, des pratiques, des discours, des langages. Et ce qui est pour cette perspective la capture par le texte, du moins certains des textes, de l'énergie qui est présente
dans ces registres de discours ou d'expériences ou de pratiques qui sont ceux du monde social. Et on a donc là une représentation théâtrale comme capturant cette énergie. Et la représentation théâtrale, plus encore peut-être que d'autres formes littéraires ou esthétiques, retourne sur les publics, c'est-à-dire les acteurs de ce monde social, les représentations qui lui sont données à voir sur la scène de théâtre. La deuxième citation de Greenblatt, grâce aux moyens de la représentation, chaque pièce porte la charge ou les charges d'une énergie sociale sur la scène. La scène, à son tour, reformule cette énergie et la renvoie sur le public. Et là, je pense qu'on aurait un lien possible avec ce que j'essayais de dire tout à l'heure avec l'analyse de Richard II, c'est-à-dire le fait que la représentation de théâtre, appuyée sur la capture, mais en même temps la distorsion des discours ou des pratiques du monde social, comme le dit la troisième citation, nous identifions l'énergie seulement indirectement par ses effets. Elle est manifestée dans la capacité de certaines traces verbales, auditives ou visuelles, de produire, former et organiser des expériences collectives aussi bien physiques que mentales, qu'on peut aussi traduire en termes de représentation collective. C'est pour ça que j'insistais sur le rapport entre la chronique de Lynchhead ou la pièce de Shakespeare, c'est-à-dire le fait que lorsqu'on pense à la représentation de théâtre, on doit penser qu'elle a une puissance pour façonner et modeler les représentations collectives, dans ce cas-là du passé, plus grande que quelques textes d'historiens ou de chroniqueurs du temps pouvaient avoir. Alors le dernier élément, et je dirais juste un mot de la troisième partie, le dernier élément, c'est évidemment dans un autre champ, c'est l'idée que cette catégorie de représentation qui est si profondément enracinée dans un monde médiéval avec la représentation comme effigie, dans un monde de la première modernité avec la représentation comme la montre, dans le sens de Pascal, peut aussi avoir une valeur heuristique comme catégorie au-delà de ces mondes médiévaux ou modernes, et peut aussi avoir une utilité pour comprendre comment, dans les sociétés démocratiques, à l'époque de l'époque contemporaine, des classements, des hiérarchies se construisent à la croisée des propriétés sociales objectives et des représentations produites, acceptées ou refusées que les groupes, que les individus, que les classes donnent d'eux-mêmes. C'est pour ça que j'avais cité en premier lieu le passage de la distinction, où l'on voit comment Bourdieu reprend finalement, en le déplaçant sur la consommation dans les sociétés modernes, ce qui était chez Pascal l'utilisation de signes et de symboles pour donner à voir une identité. Je prends simplement la dernière partie de la citation. Il suffit d'avoir à l'esprit, oui, c'est à partir de la ligne 8, il suffit d'avoir à l'esprit que les biens de consommation, se convertissent en signes distinctifs, qui peuvent être des signes de distinction, mais aussi de vulgarité, dès qu'ils sont perçus rationnellement, pour voir que la représentation que les individus et les groupes livrent inévitablement à travers leurs pratiques et leurs propriétés fait partie intégrante de leur réalité sociale. Une classe est définie par son être perçu autant que par son être, par sa consommation, qui n'a pas besoin d'être ostentatoire pour être symbolique, autant que par sa position dans les rapports de production, même s'il est vrai que celle-ci commande celle-là.